Alors, on va commencer. Donc, avant d'aborder le Kawasaki, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Comment on peut classer les vascularites? Il faut essayer de bien comprendre de quoi on parle afin de pouvoir se mettre dans le bain et essentiellement de savoir distinguer les pathologies entre elles. Alors, les objectifs d'abord de parler de la classification des vascularites, c'est de les définir, de préciser les paramètres de classification, de citer les principales vascularites systémiques de l'enfant et de citer les principaux diagnostics différentiels. Parce que les tableaux cliniques, vous allez voir, il y a des tableaux cliniques qui se ressemblent, il y a essentiellement certains diagnostics qu'il faudra éliminer. Alors, on va commencer d'abord par une petite introduction. C'est d'abord la définition des vascularites. Comment on peut définir une vascularite? En fait, la définition est très simple. Elle est anatomo-pathologique. C'est une atteinte inflammatoire des vaisseaux, comme son nom l'indique, donc vascularite. Donc, atteinte inflammatoire des vaisseaux artériels, capillaires et veineux, quel qu'en soit le mécanisme. Et on va voir les différents mécanismes. Et s'il y a une inflammation des parois des vaisseaux, qu'est-ce qui va se passer? La principale conséquence va être la présence dans la paroi vasculaire, l'adventice, et le tissu périvasculaire d'un infiltrat. Et cet infiltrat, il va être fait de polynucléaires neutrophiles, qu'on va appeler d'ailleurs ce type de vascularite, on va les appeler les vascularites leucocytoclasiques. Et ça peut être des lymphocytes, ça va être des vascularites lymphocytaires, comme ça peut être des plasmocytes, des histiocytes et des cellules géantes, et ça va être les vascularites granulomateuses. Et le fait que la paroi vasculaire est enflammée, qu'elle est envahie par des cellules inflammatoires, il y aura un aboutissement vers une sténose ou une occlusion de la lumière vasculaire qui peut se faire par thrombose ou à cause de cette prolifération intimale. Un élément important dans les vascularites, donc on a vu, c'est l'inflammation des vaisseaux et la conséquence directe va en être l'ischémie, la nécrose des tissus à distance. Alors on voit bien sur la première image, on voit bien ici qu'il y a des anomalies vasculaires qui vont être des rétrécissements, parfois des sténoses, et on voit bien ici la prolifération des cellules qui se fait avec ce que vous voyez en rose, c'est les dépôts de fibrine avec la nécrose. Et tout ça va faire qu'il peut se produire à l'intérieur du vaisseau ou des vaisseaux. Donc, il va se produire il peut se produire une thrombose. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, là aussi, la prolifération avec un mélange de cellules qui est décrit dans ces vascularites. Donc, une vascularite, c'est un groupe hétérogène d'affections. Ça n'est pas uniquement une seule affection, mais c'est un groupe d'affections avec présence sur le plan clinique de variabilité de tableau clinique. Et cette variabilité va dépendre de la taille des vaisseaux touchés et de la distribution de ces vaisseaux atteints. À quoi ça sert de faire une classification des vascularites? En fait, ça a un rôle pronostique et un rôle thérapeutique. La classification n'aboutit pas obligatoirement à un diagnostic. Il y a des critères diagnostiques pour chaque vascularite, on va le voir. Maintenant, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est une pathologie qui est fréquente? En fait, la prévalence, elle est de 1 à 6% des maladies rhumatismales de l'enfant. Donc, ça veut dire que ça n'est pas si fréquent que ça. D'autres pathologies rhumatismales, telles que chez l'enfant, l'arthrite du vénite, est beaucoup plus fréquente que ces vascularites. Mais il faut les connaître. Ça, c'est un pourcentage qui a été obtenu d'après les registres français, canadiens et américains. Alors, quand est-ce que les premières descriptions étaient faites pour les vascularites? Vous voyez que ça remonte quand même à assez longtemps, les années 1800, 1837, où les premières descriptions étaient ceux du purpura rhumatoïde par Scheulen.
En 1852, la périartérite noueuse a été décrite. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte, au fur et à mesure du temps, que les tableaux cliniques étaient différents et que ça traduisait des pathologies différentes. Vous voyez que les descriptions aussi ont été faites après, la nomenclature donc de Chapel et Hill. On va en parler maintenant. Et on remarquera que les noms de ces pathologies ont changé. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on comprend un petit peu le mécanisme physiopathologique, par exemple dans le purpura rhumatoïde, c'est des dépôts d'IgA, on l'a appelé vascularite à IgA. Quand c'est la panartérite noueuse, vous avez sur le plan microscopique, on l'appelle maintenant la polyangéite microscopique. Et ainsi de suite. Ceci dit, selon le mécanisme physiopathologique, selon l'envahissement cellulaire, selon la prolifération des vaisseaux touchés, on pourra dire c'est telle ou telle pathologie. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution de la description des vascularites. Mais si on doit parler des vascularites chez l'enfant, les premiers critères établis chez l'enfant, c'était en 1992. Auparavant, la description était essentiellement faite chez l'adulte, chez les adultes, et ce n'est qu'en 1992 que les premiers critères pédiatriques ont été émis. Et après, il y a eu les propositions de la nomenclature internationale lors de la conférence de Chapel et Hill, les années en 94, et ultérieurement, les vrais critères de classification des vascularites de l'enfant, c'était en 2006 par le LAR et le PRES. Puis, c'est à Ankara, en 2009, à partir de cette année-là, qu'ont été déterminés les critères de classification des vascularites primitives de l'enfant. Alors, ces classifications, sur quelle base elles ont été faites? En fait, vous voyez que ce sont des classifications essentiellement anatomo-cliniques. Et c'est très important de le savoir parce qu'elles prennent en considération les signes cliniques et les signes histologiques. C'est comme ça qu'on peut dire quels sont les vaisseaux qui sont touchés. Est-ce les gros vaisseaux, les vaisseaux de taille moyenne, les petits vaisseaux? Est-ce que quel est le type d'atteinte vasculaire? C'est-à-dire, on va dire, quelle est la nature de l'infiltrat inflammatoire? Est-ce qu'il est lymphocytaire? Est-ce que c'est des polynucléaires? Est-ce que c'est des éosinophiles? Et la présence ou non d'une nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire. Et enfin, la présence ou non d'un granulant extravasculaire. Et vous voyez sur ce schéma l'évolution, l'aspect, vous voyez l'inflammation avec la multiplication des cellules, l'envahissement par ces cellules, l'inflammation, donc les vaisseaux vont avoir de grosses parois. À l'intérieur des vaisseaux, il y aura de la nécrose fibrinoïde, ce qui est en rose, et formation de thrombose au niveau des vaisseaux. Et bien sûr, les conséquences cliniques, vous les connaissez. On va en parler, on va les détailler. Alors, selon l'atteinte des vaisseaux, nous allons avoir une atteinte, on peut avoir une atteinte des gros vaisseaux. Alors, les gros vaisseaux que l'on a dans le corps, c'est essentiellement l'aorte et ses plus grosses branches de division. Et c'est là que on va dire, en fonction du patient et des vaisseaux qui sont touchés, voilà, c'est une vascularite qui touche les gros vaisseaux. Les moyens vaisseaux, c'est principalement les artères viscérales, qu'elles soient rénales, hépatiques, coronaires et mésentériques. Ce qui veut dire que quand on a un patient, on va se poser la question. Les gros vaisseaux, les moyens vaisseaux, et on sait que quand il y a une atteinte des moyens vaisseaux, ça veut dire que ces patients, on va trouver chez eux des atteintes d'organes, une atteinte rénale, une atteinte coronarienne, une atteinte mésentérique, et ceci va nous orienter vers telle ou telle pathologie. Et enfin, nous avons les atteintes des petits vaisseaux, c'est-à-dire des vénules, des capillaires, les artérioles, tout ça. Et ça, c'est intraparenchymateux et c'est distal. Et bien sûr, ça peut être aussi avec la connexion avec les artérioles. Donc, retenez bien dans cette classification révisée, donc conférence de consensus de Chapel Hill, mise à jour en 2012, nous avons cette différenciation entre les atteintes des gros, moyens et petits vaisseaux.
C'est ce qui a permis donc d'établir, grâce à la CR en 90, les critères cliniques et biologiques et histologiques. Et actuellement, on voit bien la classification de Chapel-Hill qui nous permet de poser les différents noms sur les diagnostics. Et ça, c'était initialement les différents vaisseaux que l'on va détailler maintenant. Et c'est cette nomenclature qu'il faut avoir en tête. Donc, nomenclature révisée de Chapel Hill 2012. Alors, pourquoi? Parce que le fait que l'on ait dans une pathologie une atteinte des gros vaisseaux, les gros vaisseaux, c'est essentiellement le Takayasu, l'artérite de Takayasu et les artérites à cellules géantes. Mais chez l'enfant, essentiellement, Takayasu qui n'est pas si fréquent que ça. Enfin, nous voyons bien ici nous voyons bien, après avoir vu l'atteinte des gros vaisseaux, nous avons les vascularites qui touchent les vaisseaux de moyen calibre. Et là, vous voyez que c'est la polyartérite noueuse. Et vous avez le Kawasaki. Donc, le Kawasaki touche les artères de moyen calibre. Et enfin, nous avons les vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux. Et c'est là où on a, au niveau de ces petits vaisseaux, des dépôts de complexes humains, parmi lesquels nous avons essentiellement chez l'enfant, c'est la vascularite à IgA, dont on vient de parler, c'est le purpura rhumatoïde. Vous avez aussi les vascularites urticariennes hypocomplémentémiques. Donc, vous concevez que le dosage du complément est très important pour classer les vascularites. Et enfin, les vascularites anti-MBG. Et là, bien sûr, parmi lesquelles on a une atteinte rénale, c'est le goût de pasture. Donc, cette classification doit vous rester en tête afin de vous permettre d'être bien organisé dans la discussion diagnostique. Voilà, nous voyons bien ici, toujours un petit peu dans le détail, c'est que quand on a une atteinte des petits vaisseaux et des moyens vaisseaux, c'est très important de faire le dosage des ANCA, puisque ces atteintes sont souvent les atteintes en rapport avec des ANCA, la présence d'ANCA parmi lesquels nous voyons bien la polyangiitis microscopique et la granulomatose type Wegener et qu'on appelle aussi la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, avec le Church-Strauss. Alors, pardon, alors vous voyez bien ici, ça c'est un tableau qu'on doit retenir qui nous permet de voir tous les types de vascularites que l'on trouve chez l'enfant, les plus fréquentes. Et vous voyez que dans ces vascularites des gros vaisseaux, retenez essentiellement le Takayasu. Beaucoup plus fréquent chez l'adulte, plus rare chez l'enfant, mais on voit quand même, il faut juste savoir y penser. Selon le tableau clinique, on va en parler. Les vascularites des vaisseaux, donc de taille moyenne, retenez bien la périartérite noueuse et la panne cutanée, mais surtout, la maladie de Kawasaki. Et enfin, les vascularites des petits vaisseaux, qu'elles soient granulomateuses ou non granulomateuses. Retenez par contre qu'il y a des vascularites qui ne sont pas classées dans selon le type de vaisseau, c'est essentiellement la maladie de B7, les vascularites secondaires aux infections, telles que l'hépatite B, telles que les néoplasies, telles que celles qui sont secondaires aux médicaments et les vascularites d'hypersensibilité, les vascularites associées à d'autres maladies de système, et vous avez telles que les vascularites du système nerveux central, le syndrome de Coogan et certaines qui sont inclassables. Alors, ne soyez pas perdus, on va les voir une par une, de telle sorte que vous puissiez vous orienter face à un patient. En fait, qu'est-ce qui fait que l'on va penser à une vascularite chez un patient qu'on reçoit? Eh bien, il faut savoir que parmi les signes principaux, retenez la fièvre, les signes généraux. Une fièvre prolongée pour laquelle on n'a pas trouvé de cause infectieuse. Ceci dit, il faut d'abord éliminer ce qui est infectieux et pour laquelle il y a un retentissement à type d'amaigrissement ou bien une fièvre qui s'installe de façon subaiguë, irrégulière, et puis elle est là, associée à une atteinte d'organes. Alors, les autres atteintes d'organes, alors retenez que tous les organes, on a vu, selon ce qui est atteint comme vaisseau, peuvent être touchés.
Alors, le tableau clinique va être variable. Ça peut être des myalgies et fatigabilité musculaire. Donc, ne pas banaliser des myalgies chez un enfant, ne pas banaliser un enfant, les dires d'un enfant quand il vous dit je me fatigue très vite, j'arrive plus à faire d'efforts. Attention aussi aux arthralgies et aux polyarthrites. Attention à l'atteinte rénale. Et donc, parmi les signes d'appel, attention, un enfant qui a de la fièvre, qui est fatigué, je prends ma tension artérielle et je fais ma bandelette. J'utilise ma bandelette pour l'examen d'urine pour voir est-ce qu'il n'y a pas une atteinte rénale. Et je fais aussi, je vois sur le plan respiratoire un enfant qui se plaint de fatigue. L'atteinte peut être une atteinte d'origine respiratoire pulmonaire, qu'elle soit séreuse ou parenchymateuse. Et dans ces cas-là, bien sûr, il faut avoir recours à l'examen clinique et on peut avoir recours à un téléthorax, voire même une imagerie plus poussée. Les manifestations neurologiques peuvent aussi être un mode d'entrée dans ces vascularites. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est lorsque ce sont des enfants qui consultent dans un tableau d'AVC. Et là, bien sûr, euh, il faut savoir évoquer donc le diagnostic d'une vascularite. Nous avons aussi parfois des atteintes plus localisées, une mononévrite, ou tout simplement des céphalées. Qui n'a pas eu à sa consultation un enfant qui consulte pour des céphalées? Et on va se dire, non, il a trop révisé, il a trop utilisé son PC, son téléphone. Attention donc aux céphalées. Les céphalées peuvent être un mode d'entrée dans ces maladies, ces vascularites. Et enfin, des éléments qui ne trompent pas, ce sont les signes cutanés. Beaucoup de vascularites se présentent sous forme d'atteinte cutanée, sous forme d'un purpura, sous forme de nodules douloureux sur le trajet des vaisseaux, surtout trajet artériel, sous forme d'un livet-d'eau. On va le voir, ce sont des lésions avec mailles au niveau de la peau, ou sous forme d'une nécrose cutanée localisée. Alors, quand vous avez des nécroses cutanées, vous allez me dire pourquoi. En fait, ces nécroses, vous avez vu que l'évolution de l'inflammation au niveau des vaisseaux peut aller vers la thrombose et donc peut donner carrément des nécroses cutanées qui peuvent être localisées ou parfois peuvent s'étendre. Il ne faut jamais les négliger. Et enfin, les signes d'atteinte vasculaire, tels que l'abolition des poux périphériques, ce que l'on voit dans certaines thromboses ou dans la maladie de Takayasu, des signes d'ischémie et de nécrose aussi, des douleurs sur les trajets artériels et des pathologies coronariennes, comme ce que l'on voit par exemple, dans la maladie de Kawasaki. Alors, on va parler maintenant des atteintes des gros vaisseaux, donc des vascularites au niveau atteinte des gros vaisseaux, la maladie de Takayasu. Vous savez que là, les critères majeurs dans la maladie de Takayasu, on l'appelle d'ailleurs la maladie des femmes sans pouls, mais avant d'arriver à l'abolition totale des pouls, il y a d'autres anomalies qu'il faut rechercher. Très souvent, ce sont des enfants ou des adultes, hein, mais essentiellement, c'est assez fréquent chez les adultes, mais on peut le voir. Absence de pouls ou claudication, ce sont des patients qui ont des difficultés donc à la marche et c'est très douloureux. Une asymétrie de la pression artérielle aux quatre membres, on peut avoir des souffles ou un tri le long des gros troncs artériels qui vont être un petit peu obstrués, une hypertension artérielle qui est systolique ou diastolique, et souvent on trouve donc un bilan inflammatoire qui est positif avec une augmentation de la CRP. Les critères, ça, ce sont des critères mineurs, mais qui doivent faire penser à la maladie. Et les critères majeurs sont essentiellement des anomalies angiographiques, comme ce que l'on voit ici, ou angio-RMN qui sont focales ou segmentaires. Par exemple, vous voyez ici un rétrécissement, vous voyez. On peut avoir soit un rétrécissement, soit carrément des anévrismes, des dilatations, parfois carrément une occlusion, un épaississement de la paroi. Donc,
tout peut se voir dans ces pathologies-là. Et c'est l'association de ces critères, donc d'un critère majeur, d'un critère mineur, qui nous permet donc de dire, de penser à cette maladie de Takayasu. Et vous voyez que la maladie de Takayasu, c'est essentiellement les gros vaisseaux. Ça touche les gros vaisseaux. Alors, maintenant, on passe aux artérites prédominant aux moyens vaisseaux. Alors, prédominant au moyen vaisseau, en tête de liste, vous avez la périartérite noueuse. Cette périartérite noueuse, il y en a deux types. Le premier type, ça peut être une périartérite qui est systémique ou seulement cutanée. Alors, comment on va évoquer cette maladie? En fait, cette maladie va être évoquée sur essentiellement comme son nom l'indique, noueuse. Ça peut être des nodules sous-cutanés, comme on voit ici sur l'image, voilà, des nodules sous-cutanés qui sont très douloureux, sont inflammatoires, qui sont pas purpuriques et ils peuvent être associés ou non à un livédo. On a parlé du livédo réticulé, vous voyez, c'est comme des mailles de coloration rose foncé au niveau du membre, qui peuvent se voir au niveau des membres. Et là, dans l'atteinte, la périartérite noueuse cutanée, vous n'avez pas de signe systémique en dehors des myalgies, d'arthralgie, d'une arthrite qui est non érosive. Et si on fait une biopsie cutanée, les lésions histologiques de vascularite vont montrer une vascularite nécrosante qui n'est pas granulomateuse et en l'absence d'ANCA, sans présence d'ANCA, donc le dosage de ANCA est négatif. Et là aussi, elle peut s'associer à une infection à streptocoque. Et le pronostic est souvent bon. Et l'évolution se fait malheureusement par poussée, puisqu'on aura d'autres récidives donc, chez ces patients-là. On parlera de périartérite noueuse. Là, sur le plan systémique, c'est au contraire là une atteinte donc avec des anomalies à distance, des anomalies vasculaires à distance, essentiellement des anomalies angiographiques à type d'anévrisme, d'occlusion ou de sténose d'artère. Donc, c'est un critère majeur. Et on peut avoir les mêmes signes cutanés qui ont été décrits dans la périartérite noueuse cutanée, mais on a souvent une association avec une HTA chez ces patients-là. On peut avoir des neuropathies périphériques et on peut avoir une atteinte rénale. Vous avez vu l'atteinte d'organes dans les moyens calibres, dans les vascularites qui touchent les vaisseaux de moyen calibre. Vous voyez bien que là, l'atteinte rénale est le reflet donc des atteintes vasculaires de cette périartérite noueuse qui va se manifester par une protéinurie, une hématurie, parfois une altération directement de la fonction rénale. Et pour dire que c'est une périartérite noueuse systémique, il faut avoir un critère majeur, c'est-à-dire ces atteintes-là angiographiques, ces anomalies que l'on va trouver à l'angiographie, et puis un critère mineur parmi les autres signes. Donc, le mode d'entrée dans une périartérite noueuse chez un enfant, ça peut être une HTA, donc une hypertension, ça peut être une hématurie, ça peut être uniquement des myalgies, et le tableau va se compléter au fur et à mesure par les autres atteintes. C'est pour ça que très souvent, chez ces patients-là, on perd un peu de temps avant de poser le diagnostic. Et des critères de classification, maintenant, on va passer à la deuxième maladie qui touche donc ces vaisseaux-là. Vous avez la maladie de Kawasaki. Alors, la maladie de Kawasaki, on va vous en parler juste après, mais sachez une chose, c'est que c'est une maladie dont le diagnostic ne doit jamais être raté. Et quand est-ce qu'on va y penser? Il y a des formes typiques. Quand je dis typique, c'est-à-dire que là, le principal critère, il y a la fièvre. Vous avez, comme vous le voyez sur cette photo, vous avez l'atteinte des conjonctives. Vous avez donc une conjonctivite bilatérale. Vous avez des adénopathies. Et vous avez aussi l'atteinte donc au niveau donc de la muqueuse la muqueuse buccale, aussi des lèvres, vous voyez.
Donc, et puis, si plus d'autres atteintes qui vont vous être détaillées, je préfère laisser mes collègues vous en parler de façon plus détaillée. Et bien sûr, l'évolution à partir de J10, J11 vers la desquamation. Et essentiellement, ça permet de poser le diagnostic. Mais souvent, à ce stade-là, si on a raté le diagnostic, il risque de s'installer des complications à type d'anévrisme, essentiellement de lésions coronariennes. Je préfère vous laisser développer ce thème avec mes collègues Dr Hamadouche et Dr Rabi. Alors maintenant, les artérites qui prédominent au niveau des petits vaisseaux, c'est essentiellement celles qui sont liées aux ANCA. C'est-à-dire que là, trois types de lésions, trois types de pathologies sont, il y a la granulomatose avec polyangéite, qui était avant appelée maladie de Wegener, granulomatose donc avec polyangéite. Il y a la granulomatose allergique de Church et Strauss, et vous avez la polyangéite microscopique. Ces trois pathologies sont des pathologies qui sont liées aux ANCA, d'où l'intérêt de faire le dosage. Mais on sait une chose, c'est qu'à un moment donné de l'évolution, en début d'évolution, on peut avoir un taux qui est négatif. Il peut être négatif dans 15 à 20% des cas, et ceci ne doit pas, si le tableau clinique est complet, ne doit pas nous faire éliminer le diagnostic. Il faut y penser. Alors, c'est quoi ces encas? En fait, vous voyez que ces encas sont des anticorps, on les voit en immunofluorescence, et ils sont de deux types. En immunofluorescence, vous avez les C-ANCA, qui sont des anti-PR3. PR vient de protéinase, donc des antiprotéinases 3. Et vous avez les P-ANCA, qui sont des anti-MPO, donc anti-myéloperoxydase. Et là, bien sûr, ça permet quand même, lorsque ce sont des C-ANCA, des cytoplasmiques, donc essentiellement des anti-PR3, vous voyez que les marqueurs sont essentiellement dans le cytoplasme. Et là, ils sont très spécifiques des GPA par rapport aux anti-MPO que l'on voit essentiellement dans la polyangéite, essentiellement chez l'enfant. Voilà. Alors, la granulomatose avec polyangéite, donc il y a 6 critères qui permettent de, euh, de nous aider à évoquer cette maladie. Il y a l'atteinte rénale qui est avec protéinurie ou hématurie. Vous avez le granulome histologique qui peut se voir lors de biopsie, qu'elle soit cutanée ou autre, tout dépend de l'atteinte d'organes. Vous avez l'atteinte des voies aériennes supérieures qui se manifeste assez fréquemment par des épistaxis, un granulome, une atteinte du septum nasal, des sinusites. D'ailleurs, sachez y penser, il faut savoir y penser chez des patients qui font des sinusites à répétition, qui font des lésions du septum nasal, parfois des ulcérations et des pertes de substance au niveau du septum nasal. Lorsque vous avez des atteintes laryngo-trachéobronchiques, on peut avoir sous forme de sténose sous-glottique trachéale ou bronchique, des atteintes pulmonaires en sachant que parfois la radio pulmonaire peut être normale et c'est la TDM qui va mettre en évidence des nodules ou des cavités avec infiltrats, qui sont des infiltrats fixés qui ne vont pas disparaître. Et bien sûr, le dosage des ANCA, des anticorps anticytoplasme du polynucléaire. Et si la présence d'ANCA est objectivée en immunofluorescence par test d'ELISA, essentiellement anti-MPO ou anti-PR3. Et là, comme chez l'adulte, la présence d'anti-PR3 est plus en faveur du diagnostic de cette granulomatose avec polyangéite et celle d'anti-MPO beaucoup plus avec la micropolyangéite. Donc, il faut avoir 3 des 6 critères que je viens de vous citer entre atteinte rénale, histologique, atteinte des voies aériennes et laryngotrachéobronchique pulmonaire et les anticorps pour dire que je suis devant une granulomatose avec polyangéite. Maintenant, la granulomatose allergique de Church et Strauss.
Et là, bien sûr, on l'appelle aussi la polyangéite microscopique, d'après la classification de Chappell et Hills. Alors, elle est très rare chez l'enfant. On la voit surtout chez l'adulte. Et les critères pédiatriques de cette polyangéite microscopique et de la granulomatose de Church et Strauss n'ont pas été proposés. C'est très difficile de dire c'est tel et tel critère. En général, on utilise les mêmes critères que ceux qui sont utilisés chez l'adulte. La seule modification depuis Chappelli, c'est la mention des encas. Avant, on disait les encas anti-MPO sont plus fréquents, alors que les anti-PR3, anti-PR3 sont beaucoup moins fréquents. Donc là, on sait une chose, c'est que la micropolyangéite, polyangéite microscopique, est une vascularite qui est nécrosante, qui comporte fréquemment une glomérulonéphrite qui est posi-immune, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas beaucoup de marqueurs, et une atteinte pulmonaire à type d'hémorragie alvéolaire. Alors, comment vont consulter ici les patients? Bien sûr, si c'est l'atteinte rénale, vous allez avoir une hématurie ou une HTA qui va traîner. Et il faut aller chercher, dans ces cas-là, faire le dosage des encas et voir, on peut aller jusqu'à la PBR pour essayer de voir sur le plan histologique quel type d'atteinte nous avons. Maintenant, si c'est un patient qui consulte pour une anémie traînante, il commence à être dyspnéique, il faut se poser la question, d'où vient cette anémie? Où est-ce que l'enfant est en train de saigner? Et très souvent, c'est l'atteinte pulmonaire et c'est par saignement au niveau alvéolaire qui est à l'origine et qui prédomine dans ce tableau-là, qui est à l'origine de la révélation de cette maladie. Et là, il n'y a pas de granulome. C'est donc la polyangéite microscopique. Vous avez à l'inverse, dans le Church-Strauss, ou granulomatose allergique qu'on appelle actuellement, vous avez à l'inverse des granulomes qui sont présents dans cette pathologie-là. Et d'où son appellation allergique. Et ceci est lié à son terrain de survenue. Alors, les patients, vous savez quel tableau ils ont, ces patients-là? C'est un tableau d'asthme sévère qui ne répond pas, qu'on n'arrive pas à stabiliser. Donc faites attention, tout enfant qui fait un asthme sévère, qui ne répond pas, malgré une rhinite allergique, et on a vu que les atteintes de la sphère ORL font partie de ces tableaux-là, et souvent on trouve une hyperéosinophilie. Vous savez, c'est très facile, une formule, vous avez votre équilibre, vous voyez une hyperéosinophilie, et dans ces cas-là, vous allez dire c'est un asthme, tout simplement c'est un asthme, c'est un terrain allergique. En fait, il faut faire très attention. Et là, on peut même avoir des atteintes nerveuses, atteintes pulmonaires et on peut avoir des mononévrites. Donc, si j'ai un asthme sévère qui ne répond pas, faire très attention, pensez à ce diagnostic de granulomatose allergique parce que il y a urgence à traiter. Alors, dans cette granulomatose allergique de Church et Strauss, vous voyez que toutes ces atteintes peuvent se voir. Vous voyez sur ce schéma-là, quelles sont les atteintes? Donc, peut faire des sinusites, peut faire des atteintes pulmonaires avec des nodules, mais souvent, c'est un asthme, un tableau d'asthme. Il peut faire une atteinte neurologique, une atteinte cardiaque, une atteinte du tube digestif, une atteinte des membres, une atteinte rénale, une atteinte cutanée. Ce qui veut dire que chaque patient a son mode d'entrée. Et on sait aussi une chose, c'est qu'il y a des formes qui débutent en milieu pédiatrique, ce sont des formes assez sévères. Si vous avez une atteinte cutanée comme celle-là, vous voyez, ça peut être une atteinte étendue, ça peut être une atteinte comme celle-là, donc, et toujours évoquer une vascularite. Et c'est très important d'aller à la biopsie, parce qu'à la biopsie, déjà, on peut avoir le diagnostic puisqu'on trouvera ce granulome au niveau cutané qui va nous permettre d'étayer notre diagnostic. Donc, retenez que quand il y a un asthme,
quand il y a une atteinte des sinus, quand il y a une atteinte neurologique, eh ben, il faut une atteinte cutanée, il faut penser à cette granulomatose allergique, surtout si biologiquement vous avez une hyperéosinophilie. Voilà. Je reviens à notre nomenclature de Chapelle-Hill, puisque c'est elle qui nous permet de dire, voilà, je suis dans telle ou telle atteinte. Donc, vous voyez que dans les vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux, on les appelle vascularites en cas, c'est essentiellement les trois types de vascularites que l'on a. Il n'y a pas d'asthme, c'est la polyangéite microscopique. Il n'y a pas de granulome non plus. Il y a un granulome avec asthme, c'est la maladie, donc la granulomatose, ou on est dans le cas de Church-Strauss, granulomatose éosinophilique. Donc vous voyez que là aussi, euh, la différence se fait donc entre la présence, donc l'absence de granulome, on est dans, et d'asthme, on est dans la PAM, la polyangéite donc microscopique. Quand il y a un granulome, il n'y a pas d'asthme, c'est la maladie de Wegener, c'est la granulomatose avec polyangéite. Si c'est avec éosinophilie, asthme et granulome, c'est le Church-Strauss, c'est la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Donc attention aux patients asthmatiques qui font des lésions cutanées. Alors, nous arrivons au purpura rhumatoïde. Donc, le purpura rhumatoïde, lui, on l'appelle aussi donc vascularita IgA. Et là, bien sûr, c'est un purpura qui se situe au niveau des pressions, des zones déclives essentiellement. C'est à cause de l'hyperpression vu cette atteinte donc vasculaire. Donc, la pression va être plus importante au niveau des membres, au niveau des fesses, parfois un petit peu au pic de flexion donc des coudes. Et vous avez des douleurs abdominales, éventuellement dues à une évagination. C'est pour ça que quand ces patients qui ont un purpura avec des douleurs abdominales, et lorsque les douleurs sont très intenses, il faut de façon rigoureuse éliminer l'association avec une invagination qui peut se voir dans ce tableau de révélation d'un purpura rhumatoïde. Elle est due au même problème, c'est un problème vasculaire avec un œdème qui peut se produire au niveau de la paroi du tube digestif et provoquer une invagination. C'est une vascularite qui est leucocytoclasique avec des dépôts d'IgA et qui peut s'associer à une atteinte rénale, glomérulonéphrite proliférative avec des dépôts d'IgA, et c'est elle qui va conditionner le pronostic. C'est cette atteinte rénale qui, lorsqu'elle est sévère, va conditionner le pronostic du purpura rhumatoïde. Il s'associe, comme son nom l'indique, purpura rhumatoïde, donc à une atteinte articulaire sous forme d'arthrite ou d'arthralgie. Et l'atteinte rénale, vous voyez que elle est sévère lorsque il y a une protéinurie qui est supérieure à 0,3 g par 24 heures ou lorsqu'on a une hématurie supérieure à 5 cellules par champ ou si on utilise la bandelette lorsqu'il y a plus de 2 croix. Ça veut dire que l'atteinte rénale, elle est là. Donc, on voit bien ici sur les images l'atteinte des parties des membres inférieurs, c'est le purpura. Vous voyez que le purpura peut avoir des aspects différents. Parfois, c'est un purpura simple et parfois, vous voyez qu'il y a une euh, association de plusieurs lésions qui vont confluer et donner, regardez, des rougeurs beaucoup plus étendues. Donc là, vous voyez bien que ça, c'est assez typique. Vous ne trouverez pas les mêmes lésions au niveau du reste du corps. Parfois, quelques éléments, vous allez les trouver au niveau des membres supérieurs et des fesses. Voilà. Donc ici, nous voyons bien que tout ce que nous avons cité, ce sont des atteintes en fonction du type de vaisseau atteint, les gros vaisseaux, les vaisseaux de moyen calibre et les vaisseaux de petit calibre. Mais on sait une chose, qu'il y a des vascularites qu'on n'arrive pas à classer dans ce type de classification, puisque ce sont des vascularites qui peuvent toucher les vaisseaux sans prédominance, c'est-à-dire de taille variable, petit, moyen ou grand,
ou bien de type variable, c'est-à-dire les vaisseaux qui peuvent être touchés, des artères, des veines, des capillaires, et tels que la maladie de Behçet et le syndrome de Coogan. Donc, ça veut dire que celles-là, elles n'ont pas de spécificité d'atteinte, soit des gros, soit des moyens, soit des petits vaisseaux. Donc là, retenez bien la maladie de Behçet et le syndrome de Coogan. Alors, c'est quoi cette maladie de Behçet? Par quoi elle va se manifester? En fait, la maladie de Behçet comporte une aphthose. Tout le monde le sait. Dès qu'on a un enfant qui vient avec un aphte, on se dit, ah, aphthose égale maladie de Behçet. Mais bien sûr que non. En fait, il faut que cette aphthose buccale soit récidivante. Et ce sont des lésions mineures ou majeures ou herpétiformes ayant récidivé au moins 3 fois sur une période d'une année, de 12 mois. Et ça, c'est un signe majeur. Donc, je ne vais pas dire celui-là, il vient de faire un aphte, voilà, qu'on voyait par exemple ici sur la lèvre, ou une aphthose, par exemple, secondaire à un herpès, par exemple. On peut faire, certains enfants font une gingivostomatite herpétique. Alors, un médecin qui ne connaît pas bien va dire, allez, bon, ou qui n'est pas déjà si vous voulez, convaincu, il va se dire, tiens, 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 ça c'est une aphthose, eh bien, ça doit être une maladie de Behçet. Un enfant qui a, par exemple, une mauvaise hygiène dentaire, avec des caries dentaires qui sont très, très avancées, qui ne se lave pas les dents, qui est tout le temps avec des objets dans la bouche, il peut faire des aphtes au niveau des muqueuses. Donc, très important de savoir dans quelle situation ces aphtes récidivants sont apparus, puisque c'est un critère majeur. On peut avoir en association comme on dit, aphthose bipolaire, donc au niveau du pôle génital aussi, des lésions aphtoïdes. On peut avoir des atteintes oculaires. Vous voyez une atteinte oculaire sous forme d'uvéite, avec présence de cellularité dans le vitré ou d'une vascularite rétinienne. On a la teinte cutanée, vous voyez la teinte cutanée, soit sous forme de, puisqu'on a vu que ça pouvait toucher tout type de vaisseau, soit sous forme d'un érythème noueux, vous voyez c'est rouge, et quand vous touchez c'est épais, ou d'une pseudofolliculite, de lésions papulopustuleuses chez un patient qui ne reçoit pas de cortisone, il faut y penser. Donc, attention aux lésions de pseudofolliculite. Parfois, vous avez des lésions chez des patients qui vous évoquent une acné. Une acné, vous allez dire, non, c'est rien, monsieur, votre enfant il n'a rien. Alors que si cette pseudofolliculite est associée à une aphthose buccale récidivante, c'est déjà un mode d'entrée dans cette maladie. Alors, un autre problème se pose à nous pédiatres, c'est le fait que nous recevons souvent des uvéites chez des enfants, donc des patients avec uvéite. Alors, aller poser un diagnostic étiologique devant une uvéite isolée, c'est très, très difficile parce que l'uvéite fait partie du mode de révélation de plusieurs maladies, maladies systémiques, et souvent ça se complique, ça va jusqu'à parfois une baisse très importante de l'acuité visuelle. Nous recevons régulièrement des enfants et les parents ne semblent pas inquiets, hein. C'est une baisse de l'acuité visuelle, mais quand ils sont examinés par des ophtalmologues, ils vous disent oui, c'est sévère, c'est une uvéite sévère, et les parents vous disent non, il n'a jamais rien eu. Il n'a jamais eu d'œil rouge, il n'a jamais rien eu. Et pourtant, la maladie est là. Donc attention, ces maladies-là sont souvent des maladies pour lesquelles le mode de révélation est une uvéite, une atteinte oculaire qui est assez sévère. Donc la maladie de Behçet, retenez qu'elle est une maladie quand même qui a un tableau clinique qui peut se voir même compliqué, même chez l'enfant. Le syndrome de Coogan. Le syndrome de Coogan, ça c'est assez particulier. Les ORL connaissent bien ce syndrome parce que ce sont des enfants qui le reçoivent avec une hypoacousie, voire une cophose totale, absence d'audition. Et là, pourquoi dans ce syndrome, il y a
une atteinte c'est-à-dire de l'audition. En fait, c'est parce qu'il associe une atteinte inflammatoire de l'oreille interne, du système nerveux central et une kératite interstitielle. Donc déjà, le fait d'avoir une surdité chez un enfant ou une hypoacousie, une atteinte ophtalmologique, il faut penser déjà à ce diagnostic. Et c'est une maladie auto-immune secondaire à une homologie de structure entre les antigènes viraux et les protéines communes à l'oreille interne, à l'épithélium rétinien et à l'endothélium vasculaire. Ce qui veut dire que suite à une infection virale, essentiellement une hépatite B ou plusieurs types d'infections, vous avez déclenchement de phénomènes d'une maladie auto-immune qui va aller donner, du fait de l'homologie de structure des anticorps, fabriqués contre les antigènes viraux, ça va aller donner donc une atteinte de l'oreille interne, de l'œil et atteinte vasculaire qui peut se traduire par différents tableaux. L'atteinte endothéliale, cette atteinte endothéliale donc vasculaire, va induire une vascularite qui peut être limitée ou s'accompagner de manifestations systémiques, c'est-à-dire de la fièvre, une perte de poids, des myalgies. Donc, vous voyez déjà ça, lorsqu'on reçoit un patient qui a de la fièvre, qui a des myalgies, on va se dire non, non, c'est rien, c'est viral, c'est rien du tout. Ça peut s'associer à une méningite, à une hépatite, à une atteinte articulaire, des arthrites, une éruption, une artérite des gros troncs. Et le début dans l'enfance n'est pas exceptionnel, hein. Les ORL vous en diront long sur cette maladie, puisque ce sont eux qui découvrent cette pathologie assez souvent chez des enfants qui ont une perte de l'audition ou qui ont des troubles de, de la parole, parce que qui ont de prononciation des mots. Donc, pensez-y. Donc, ne négligez pas une hypoacousie chez un enfant ou un retard du langage chez un enfant parce que vous pouvez être dans le syndrome de Coogan. Les autres pathologies, là, ce que l'on va essentiellement retenir, ce sont les vascularites leucocytoclasiques cutanées isolées, qu'on appelle aussi vascularites d'hypersensibilité. Alors là, je pense que beaucoup de médecins connaissent, du moins en milieu hospitalier, parce que ce sont des vascularites d'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité peut être déclenchée par, ce sont des vascularites, hein. Qui n'a pas vu d'enfant avec une réaction cutanée secondaire à une prise médicamenteuse ou associée à un processus oncologique? Eh bien, dans ces cas-là, ce sont des vascularites qu'on appelle les vascularites d'hypersensibilité. Et souvent, c'est secondaire à des médicaments. Et ces médicaments sont assez fréquemment des bêta-lactamines ou des macrolides parfois. Alors, vous avez aussi les vascularites urticariennes, hypocomplémentémiques. Et là, bien sûr, ce sont des enfants qui font des urticaires. Et lorsqu'on fait le dosage du complément, on va trouver qu'il y a une consommation du complément, essentiellement la fraction C3 du complément, et ils peuvent être associés à des arthralgies, à des glomérulonéphrites. Parfois, c'est primitif parce que ça peut être sans aucun autre facteur déclenchant ou aucun autre facteur étiologique retrouvé. Ou bien ça peut être secondaire à un lupus ou à la présence d'anticorps anti-C1Q qui sont retrouvés chez ces patients-là. Mais le tableau clinique, c'est le tableau d'une urticaire. Seulement, le dosage va montrer une consommation donc du complément. Alors, on va essayer de terminer par les vascularites qui sont limitées à un seul organe. Nous avons vu dans la classification de Chapel-Hill de 2012 qu'il y avait les vascularites qui étaient classées en fonction de la taille des vaisseaux, gros vaisseaux, moyens vaisseaux, petits vaisseaux. Il y a des vascularites qui sont classées, dont on vient de parler, c'est essentiellement le B7 et le syndrome de Coogan,
qui touchent tous les vaisseaux, qui peuvent toucher tous les vaisseaux. Et il y a des vascularites qui sont limitées à un seul organe. Alors, cette distribution unifocale ou multifocale, mais du même organe, ça peut être possibilité, avec une possibilité d'évolution vers une forme systémique. Vous avez tel que certains artérites cutanées qui restent isolés à la peau, des angéites cutanées leucocytoclasiques qui restent localisées à la peau. Vous avez les vascularites qui touchent le système nerveux central uniquement, qui vont se manifester par un AVC ou par des céphalées très importantes ou un déficit moteur. Certains vascularites, ça peut être des vascularites du système nerveux périphérique, donc atteinte d'une seule racine nerveuse, douloureuse, et on peut avoir des vascularites testiculaires uniquement, des aortites isolées ou carrément autres organes qui peuvent être isolés. D'où la difficulté de cerner le diagnostic des vascularites si on ne n'examine pas bien les patients, si on n'explore pas bien et si on ne fait pas une évaluation de l'étendue des atteintes. Vous avez vu que comme c'est une vascularite, vous pouvez avoir des atteintes qui peuvent être multiples. Alors, sachez une chose, que certaines atteintes, certains vascularites, donc, sont secondaires, essentiellement certains diagnostics de ces vascularites qui touchent le système nerveux central. Quand vous recevez un enfant qui fait une atteinte du système nerveux central, quelle qu'elle soit, un AVC ou des troubles du langage ou une atteinte décéphalée ou autre, sachez qu'il faut évoquer plusieurs diagnostics, parmi lesquels les maladies inflammatoires, qui sont le lupus, la maladie de BC, le syndrome de Gougerot, la dermatomyosite, la sclérodermie, les vascularites systémiques, la périartérite noueuse, le Kawasaki. Donc, vous voyez que parmi les maladies inflammatoires, la liste est longue. Comment s'orienter? Eh ben, bon interrogatoire, bon examen clinique et une exploration de base qui va nous permettre de dire où on s'oriente. Certaines maladies infectieuses vont être à l'origine soit directement, soit à distance, c'est-à-dire post-infectieuse, d'une atteinte du système nerveux central, parmi lesquelles des bactéries, des virus et des champignons, donc des fungi. Et là, dans ces cas-là, vous voyez que la liste est longue. Avant de dire vascularite systémique, inflammatoire, sans avoir éliminé d'autres diagnostics. Vous avez aussi certaines maladies néoplasiques, telles que les lymphomes, telles que les leucémies, qui peuvent être à l'origine de vascularites du système nerveux central. Vous avez aussi la réaction du greffon contre l'autre, qui peut se manifester par une atteinte donc une vascularite du système nerveux central. Donc ça, c'est une spécificité d'organe. Alors, le diagnostic différentiel, on ne peut parler de vascularite que si on a éliminé donc certains diagnostics. Et certains diagnostics, tels que si on a par exemple des phénomènes emboliques, vous avez là, dans ces cas-là, des emboles, pas obligatoirement dus à une vascularite, ça peut être un embole en rapport avec une hypercholestérolémie, ça peut être une embolie septique, comme celle que l'on voit dans l'endocardite, un myxome auriculaire qui peut aller donner des phénomènes emboliques. Enfin, ça peut être une microangiopathie thrombotique, comme celle que l'on voit donc, dans le purpura thrombotique thrombocytopénique, le syndrome hémolytique et urémique, le syndrome des antiphospholipides, le syndrome de Sundon, la drépanocytose. Certaines malformations vasculaires peuvent se faire passer pour une vascularite, telle que la coartation de l'aorte ou syndrome post-chirurgie d'une coartation de l'aorte, les fibrodysplasies musculaires artérielles, le moya-moya, qui est souvent vu après
une infection. Une infection, et dans ces cas-là, c'est essentiellement certaines viroses telles que, euh, dans certains cas, par exemple, vous avez certaines viroses qui peuvent déclencher, peuvent révéler ce moyen-moyen. Vous avez la calcinose artérielle de l'enfant qui peut être une calcinose idiopathique. Donc, ce qui veut dire que devant tout phénomène embolique, microangiopathie thrombotique, malformation vasculaire, le tableau clinique peut être celui d'une vascularite. Ce sont donc des diagnostics qu'il faudra éliminer. Vous voyez aussi que certaines carences vitaminiques peuvent se manifester par une atteinte vasculaire, certaines hémopathies malignes, certaines maladies de surcharge, certains médicaments aussi, ou certaines atteintes vasculaires qui peuvent se voir, par exemple, dans la neurofibromatose. Donc, retenez bien que dans la classification de ces maladies systémiques, quand c'est une atteinte des gros vaisseaux, pensez au Takayasu. Quand c'est une atteinte des vaisseaux de taille moyenne, pensez à la périartérite noueuse, pensez à la périartérite noueuse cutanée, à la maladie de Kawasaki, donc taille moyenne. Si c'est une atteinte des petits vaisseaux, c'est essentiellement les vascularites à Anka. Et puis, il y a les autres qui peuvent toucher tous les vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux de taille différente, entre autres la maladie de Behçet, entre autres les atteintes du système nerveux central, le syndrome de Coogan. Et il persiste encore certains vascularites inclassables. Je conclurai, quel est l'intérêt de cette classification des vascularites? C'est une classification qui permet aux cliniciens de pouvoir s'orienter parce que les vascularites sont nombreuses. Mais c'est pas une classification qui est à visée diagnostique. Ça permet de regrouper essentiellement certains symptômes pour évoquer certains symptômes et certaines atteintes pour évoquer certains diagnostics, puisqu'on sait que les vascularites ont une physiopathologie, une éthiopathologie qui n'est pas encore bien connue et que le diagnostic est basé sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, radiologiques et immunologiques. Et cette classification, par contre, a un intérêt pronostique et thérapeutique, puisque c'est grâce à elle que l'on va dire il y a telle ou telle atteinte vasculaire, on est dans telle pathologie, voilà le pronostic de telle ou telle pathologie. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur, vous permettre plutôt de vous orienter face à un patient qui a des symptômes particuliers. Allez-y. Bon, alors c'est une très bonne question. C'est une bonne question puisque le diagnostic, quelle biopsie, vous parlez de quelle biopsie? En fait, tout dépend du tableau clinique. Mais très souvent, on va vers ce qu'on appelle le moins agressif. Le moins agressif, quand il y a des signes cutanés, c'est la biopsie cutanée. Après, maintenant, si on a un enfant qui a essentiellement une atteinte rénale, une HTA qu'on n'arrive pas à expliquer, qui a une hématurie, qui a une protéinurie, eh bien, là aussi, il faut aller vers la biopsie rénale. Mais celle qui nous aide assez souvent, c'est la biopsie cutanée. Mais si vous n'avez pas d'atteinte cutanée, vous avez une atteinte rénale, et bien là, parfois on a l'atteinte digestive qui est au premier plan du tableau clinique, et bien on va vers l'atteinte digestive, vers la biopsie digestive, pardon. Oui, je crois que ça. Alors, comment pose-t-on le diagnostic de B7? Mais je vous ai donné la plaque. Je vous ai détaillé. Essentiellement, un critère majeur, c'est l'atteinte, c'est la l'aphthose. Et pas n'importe quelle aphthose. Je ne vais pas dire un aphte, c'est une aphthose, hein. Vous voyez, je vous ai dit, il faut au moins 3 épisodes sur les 12 mois. Et vous avez les autres signes qui sont associés, que ce soit l'atteinte ophtalmo, l'atteinte rénale ou autre. Voilà. Oui, Je sais que vous l'avez déjà dit. Alors, oui. comment d'abord connaître les vaisseaux atteints, gros ou petits, pour Oui, pouvoir faire cette classification, radiologie ou bien biopsie ou autre.
ou autre? C'est une bonne question aussi. En fait, pour dire quels sont les vaisseaux atteints. Alors là, tout dépend du tableau clinique. Si on a un patient qui vient, qui consulte pour une hypertension artérielle, et lors de l'exploration, on voit que c'est une atteinte lors de l'artérie. Vous avez vu, il faut une imagerie, on fait une artériographie, une angiographie, et on voit que c'est une atteinte de l'aorte. Eh bien, là, on sait que c'est une atteinte des gros vaisseaux. Ceci dit, devant tout patient, je dois faire mon, ma recherche de tous les organes. Vous voyez, quand j'ai un enfant comme ça qui consulte pour une atteinte cutanée, qui n'arrive pas vraiment à m'orienter, je vais aller faire un scrutin de tout ce qui peut être associé. Je cherche l'atteinte des yeux, je cherche l'atteinte rénale, je cherche l'atteinte digestive. Certaines atteintes peuvent être diagnostiquées par l'interrogatoire, d'autres par l'examen clinique, d'autres par une exploration poussée. Si je n'arrive pas à me fixer, là oui. Alors si je dis par exemple, j'ai une atteinte cutanée, j'ai un livédo ou j'ai un érythème noueux, je vais aller chercher les autres atteintes, je fais mon bilan biologique, je peux même aller faire ma biopsie cutanée pour voir quel type d'atteinte, mais pour savoir quelles sont les autres atteintes, les premières diapos que je vous ai projetées, je ne sais pas si, attendez, je vais voir si je peux y revenir, je vous ai mis la spécificité. Attendez, voilà. Alors, attendez, voilà. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Je vous ai dit que quand c'était les gros vaisseaux, vous avez les types d'atteintes. Donc, attendez, voilà. Aorte et ses plus grosses branches de division. Si vous avez les atteintes moyennes, les vaisseaux moyens, c'est-à-dire que quand j'ai une atteinte rénale, je vais beaucoup plus penser à une atteinte des moyens vaisseaux. Maintenant, quand j'ai des nécroses au niveau des extrémités, quand j'ai une atteinte du parenchyme pulmonaire avec des nodules intraparenchymateux, tout ça, ça veut dire que là, c'est les atteintes des petits vaisseaux. Et donc, c'est comme ça que je vais m'orienter vers des diagnostics particuliers. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Alors, est-ce Non, qu'on peut totalement. penser à un Takayasu devant un AVC avec sténose de l'artère cérébrale moyenne et éliminer les autres étiologies? Alors là, c'est un petit peu difficile. Certains vous savez, le Takayasu se révèle rarement chez l'enfant et assez souvent on trouve des formes familiales. Et là, il y a une chose, c'est que ça touche essentiellement ça se manifeste par des pouls qui sont absents, une différence de tension artérielle entre les deux membres et c'est une association de signes. Alors, vous pouvez Professeur, répéter? Oui. professeur, pensez-vous, de par votre expérience et votre ancienneté dans ce sens, est-ce que nous, médecins généralistes, est-ce qu'il y a confusion d'un diagnostic par rapport à un autre quand on vous transfère les patients? Quand vous nous transférez les patients, je vais vous dire une chose. Dans ma pratique courante, Oui, le dans votre seul- pratique courante. voilà, dans ma pratique courante, il y a des patients qui nous sont souvent adressés pour une atteinte articulaire ou une atteinte ophtalmologique isolée. Et je vous assure que le nombre de diagnostics, le nombre de patients qui nous sont adressés comme ça, sans exploration, c'est inadmissible. Il y a un minimum de bilan à faire chez ces patients, chez un patient qui a par exemple des douleurs articulaires. Vous savez que parmi les patients qui ont comme ça des signes articulaires, on tombe sur parfois des néoplasies, sur une leucémie, on tombe parfois sur, par exemple, parmi les derniers patients que j'ai reçus, c'est un enfant qui avait des douleurs, qui m'a été adressé pour des douleurs articulaires, mais en fait, ce n'était pas des douleurs articulaires. C'est un enfant qui a des rétractions au niveau des mains, au niveau des doigts, au niveau il a des difficultés, il avait des difficultés pour marcher et ça n'était pas récent.
D'ailleurs, à l'examen clinique, il y avait une hépatomégalie. Et en fait, c'était une maladie de surcharge, une mucopolysaccharidose. Ça veut dire que l'atteinte articulaire isolée, ou je pense qu'il faut d'abord éliminer les diagnostics les plus fréquents. Vous avez vu que les maladies systémiques, c'est 1 à 6% des maladies rhumatismales de l'enfant. Et parmi les maladies rhumatismales de l'enfant, la plus fréquente, c'est l'arthrite juvénile. Et l'arthrite juvénile, c'est un tableau, c'est un diagnostic d'élimination. Si Donc, le médecin je ne symptôme, vous transfère pas un patient sans faire un examen biologique, par exemple. oui, Et quel bien type sûr, d'examen biologique? Est-ce que le strict minimum ou quelque chose de particulier? avant de faire un examen biologique, il faut un bon interrogatoire. Depuis quand D'accord. ça a commencé? D'abord, depuis quand l'histoire de la famille, parce que si dans cette famille, vous avez des pathologies systémiques, ceci veut dire que il y a un fort potentiel que chez ce patient, il y ait une maladie systémique. Donc attention. Maintenant, un patient qui a 15 signes, un seul signe articulaire ou ophtalmologique ou autre, eh ben, il y a toute une batterie de diagnostics qu'il faut éliminer. L'atteinte cutanée, par contre, est une atteinte beaucoup plus évocatrice. Vous avez vu que l'atteinte cutanée est un point commun à plusieurs vascularites, d'après les images que je vous ai montrées. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, il est impératif de rechercher les atteintes d'organes. Je cherche est-ce qu'il y a une atteinte de l'œil, une atteinte du poumon, une atteinte du rein, une atteinte digestive, et ça par l'examen clinique, l'interrogatoire et quelques examens biologiques ou radiologiques rapides. Hmm.